Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Alors, pour changer un petit peu, aujourd'hui, je vais vous parler des petits mammifères. Parce que récemment, en consultation généraliste, j'ai une dame qui m'a amené son hamster syrien pour un problème de peau. Alors, rassurez-vous, on ne va pas se mettre à parler de la médecine des NAC dans cet épisode, c'est pas notre spécialité ni le sujet, mais ça m'a donné envie de vous parler des conditions de détention de ces petits mammifères et des autres petits rongeurs domestiques. Donc, on va parler des hamsters, des rats et des cochons d'Inde. Parce que vraiment, les conditions dans lesquelles ils vivent, ils sont pas toujours idéales. C'est vrai que sur ces petits animaux-là, on voit pas mal d'erreurs qui naissent d'un manque de connaissance des besoins de ces espèces et qui peuvent aboutir à des problèmes de comportement. Exactement. Or, l'éthologie nous enseigne justement quels sont les besoins de chaque espèce. Et il faut se servir de cette science pour aménager au mieux le milieu de vie de ces petits animaux. Donc, si je reviens à mon petit hamster, c'était un hamster syrien. À l'état sauvage, ce sont des animaux solitaires. Donc, il ne faut pas faire cohabiter plusieurs petits hamsters syriens dans la même cage. Là, cette petite femelle était seule, donc pas de problème de ce côté-là. Par contre, il n'y avait vraiment aucune possibilité de se cacher dans sa cage. Ah ouais, c'est sûr que c'est embêtant pour une espèce nocturne qui aime creuser des terriers. Clairement, l'environnement de ce petit hamster ne répondait pas du tout à ses besoins. Apparemment, à l'origine, elle avait une roue, mais comme elle ne s'en servait pas, la propriétaire l'a retirée. En fait, pour elle, le hamster, il devait tourner dans la roue. Et du coup, si elle n'allait pas dans sa roue pour la faire tourner, il n'y avait aucun intérêt à la garder. Mais en fait, le petit hamster, il n'allait pas dans la roue, mais il s'en servait pour se cacher en dessous, parce qu'il n'y avait pas mieux à sa disposition, il n'y avait pas d'autre cachette dans la cage. Mais ça, la dame, elle n'avait pas du tout identifié, parce qu'elle ne savait pas que dans le comportement normal du hamster, il y avait un besoin de se cacher. Et pourtant, ce comportement, il est totalement normal pour cette espèce qui, à l'état naturel, vit dans des terriers et creuse des terriers. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Laure, c'est dommage, parce qu'on sait bien que quand on a des soucis d'inadéquation de l'environnement aux besoins de l'animal, il y a un risque de voir apparaître des comportements anormaux comme des stéréotypies. Tout à fait. Et en fait, les stéréotypies, dans le langage courant, c'est ce qu'on va appeler plutôt des TOC pour les humains. Donc, ce sont des comportements répétitifs que l'animal va produire sans but apparent. On en rencontre dans toutes les espèces. Vous avez les chevaux, par exemple, qui tiquent à l'appui, donc c'est-à-dire qu'ils vont appuyer leur bouche sur la porte du box ou sur le poteau et se mettre à avaler de l'air. Vous avez les éléphants qui font du tic à l'ours, c'est-à-dire que quand ils sont en captivité, ils vont se balancer d'un pied sur l'autre. Les fauves, dans les eaux, ils vont tourner en rond dans leur cage. Les chiens, ils tournent autour de leur queue. Bref, on a beaucoup d'exemples. En tout cas, pour nous, en médecine du comportement, une stéréotypie, c'est un vrai signal d'alerte. A priori, ça veut dire que quelque chose ne va pas, que l'animal n'est pas du tout dans l'état de bien-être. Alors, ça peut être médical, on a des causes médicales de stéréotypie, mais ça peut aussi être, et c'est souvent le cas, comportemental. Et pour en revenir à nos petits rongeurs, une stéréotypie fréquente consiste à mordiller les barreaux de la cage. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est vraiment identifié par les propriétaires de petits rongeurs, mais mordiller les barreaux à longueur de journée, c'est clairement pas normal. Certains petits hamsters, ils font aussi des sauts arrière, des backflips à répétition. Alors, ça fait beaucoup rire les humains, Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube de backflips chez les hamsters. C'est vrai que c'est rigolo de les voir faire, mais c'est pas du tout drôle pour eux. C'est vraiment le signe que quelque chose ne va pas. Chez les rats, on va aussi voir du mordillement des barreaux et on a aussi des individus qui vont utiliser leur roue avec excès ou encore se toiletter jusqu'à s'en faire des plaies. D'ailleurs, Laure, qu'est-ce qui te paraît indispensable quand on a des rats à la maison ? Alors pour moi, la chose la plus importante à retenir sur les rats, c'est que c'est des animaux très sociaux. Donc en fait, on ne peut pas envisager d'avoir un seul rat. Un rat, il a besoin de vivre avec ses congénères. Les rats, c'est également des animaux actifs qui aiment la nouveauté. Donc en éthologie, on utilise le terme de néophilie pour un animal qui aime les choses neuves. Donc néophile, il aime la nouveauté. Donc les rats, ils vont vouloir explorer de nouveaux objets. Donc ça, il ne faut pas hésiter à changer régulièrement les jouets dans la cage ou à les amener à chercher leur nourriture en cachant la nourriture à différents endroits. Ce que Laure vient de décrire, c'est ce qu'on appelle un enrichissement. Un enrichissement, c'est le fait d'ajouter quelque chose à l'environnement de l'animal dans le but d'améliorer son bien-être physique et mental. L'objectif, c'est d'augmenter la diversité des comportements produits par l'animal et lui permettre de produire des comportements normaux au sein de son espèce. Donc ça, ces comportements normaux, on les connaît grâce à l'éthologie. Donc au final, les enrichissements, ça va nous permettre de réduire la fréquence des comportements anormaux comme les stéréotypies, voire de les supprimer complètement parfois. On peut faire un enrichissement alimentaire en variant la nourriture, mettre des nouveaux jouets dans la cage ou tout simplement ajouter un congénère pour une espèce sociale comme le rat ou le cochon d'Inde.
Donc je rebondis justement sur le cochon d'Inde. Il faut aussi insister sur le fait que le cochon d'Inde est une espèce sociale qui ne doit pas vivre seule dans une cage. Alors par contre, contrairement aux deux espèces qu'on a citées avant, le hamster et le rat, le cochon d'Inde, lui, il n'a pas ce besoin de creuser de terrier. Il n'y a pas de motivation à creuser chez le cochon d'Inde parce qu'à l'état sauvage, ils utilisent des terriers qui ont été abandonnés par d'autres espèces. Par contre, ils ont quand même besoin de se cacher. Donc c'est encore important d'avoir dans la cage de vos cochons d'Inde des endroits où ils peuvent se mettre à l'abri. Enfin, je pense que ça, c'est un peu une image qu'on a erronée. On a tendance à croire que les cochons d'Inde, ça passe toute la journée couchés dans la cage à rien faire. Bah, c'est faux. Donc, si on regarde le budget d'activité du cochon d'Inde, donc la répartition des différentes activités sur 24 heures, on se rend compte que quand il en a la possibilité, le cochon d'Inde, il va être actif, il va se déplacer pendant 6% du temps. Et 6% du temps, ça représente plus d'1 heure par jour. Donc, quand vous voulez avoir des cochons d'Inde en captivité, il va falloir s'assurer que leur lieu de vie est suffisamment grand pour leur permettre de bouger. Et dans l'idéal, il faut même les laisser explorer l'extérieur de leur cage. Ouais, ces exemples nous permettent bien de voir que chaque espèce a des besoins particuliers. Et j'ajouterais que dans chaque espèce, chaque animal est différent. Donc chaque animal, c'est un individu unique qui aura plus ou moins de capacité d'adaptation aux conditions de vie qu'on lui propose. On peut très bien avoir 2 rats dans le même environnement et en avoir un qui arrive à s'adapter alors que l'autre développera des stéréotypies parce que quelque chose ne lui convient pas. Voilà pour notre épisode sur les petits mammifères. On vous en prépare un autre uniquement consacré au lapin domestique, qui est quand même un animal hyper fréquemment rencontré en consultation et qui malheureusement n'a pas souvent un environnement qui lui est très adapté. Bon, d'ici là, portez-vous bien, soyez bienveillants avec tous vos animaux petits et grands et à très vite sur Vetologie.